Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Shmuel Trigano. Dans notre dernier entretien intitulé Israël face à la corruption morale de l'humanité, nous évoquions les rapports d'Israël avec les nations. Je voudrais revenir pour commencer sur ces déclarations récentes prêtées au président français à l'adresse du Premier ministre israélien. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision des Nations Unies. Alors c'est une position qui a suscité déjà de très nombreuses et vives réactions, une position sans doute qui est révélatrice de la manière dont l'Occident considère avoir finalement octroyé un droit à l'existence pour Israël, un droit qui pourrait d'ailleurs aussi bien lui être retiré le cas échéant. Est-ce qu'il faut comprendre que le droit à l'existence d'Israël est reconnu, mais pas son droit finalement à une souveraineté complète? Comment vous interprétez cette déclaration? Oui, je crois que ça, c'est un travers des pays occidentaux que ne connaissent pas les pays du tiers-monde, etc. Et en fait, derrière cette image, il y a une autre image qui est la culpabilité qui a surgi en Europe après la Shoah. Euh, il y a une façon d'assumer une responsabilité ou d'assumer sa culpabilité tout en se blanchissant soi-même en quelque sorte. C'est-à-dire, on s'apitoie sur la mémoire de la Shoah et cet apitoiement permet de tenser Israël sur le plan des affaires politiques internationales, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dédouaner de soutenir ce qui est juif ou ce qui est Israël, comme si c'était une tare en soi et qu'il fallait en rendre compte, la justifier. La sortie du président Macron est invraisemblable, elle est inutile, mais il a voulu jouer comme toujours sur la corde du moitié-moitié, si l'on peut dire. C'est-à-dire d'un côté assurer Israël de son soutien, etc. Il y a eu des déclarations de ce type-là, et par derrière proférer des opinions catastrophiques sur le plan de l'image internationale. Tout ceci, semble-t-il, gratuitement, dans la mesure où la France vend très peu de matériel militaire à Israël, puisque c'était ça qui était au début, au cœur de la controverse, qui commence par le salon du Bourget. Et donc, voilà. C'est la même chose que nous observons dans la réalité qui a suivi le 7 octobre. D'un côté, évidemment, condamnation, mais de l'autre, apitoiement sur les pauvres Palestiniens. Or, nous savons tous que les civils palestiniens ont participé à la curée de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, et que les otages résident en leur sein, dans les familles, dans les tunnels, etc. Donc, il y a une mauvaise foi caractérisée sur ce plan-là, qui veut que d'un côté, on console, de l'autre, on accable. Et c'est une façon de nier la réalité naturelle d'Israël, critiquable, elle peut être critiquable, mais dans les limites de la critique, c'est-à-dire que il y a 50 causes mondiales que on ne défend pas, que le président Macron ne défend pas, et qui le mériterait autant, parce qu'en fait, il y a autant de victimes civiles en Afrique, par exemple, etc. Et donc, il y a là un déséquilibre qui s'inscrit dans une très vieille histoire, hein. Il y a toujours eu ce balancement théologique entre le juif selon l'esprit et le juif selon la chair. Néanmoins, les deux sont juifs, sont considérés comme juifs, et donc un est joué contre l'autre. Vous voulez dire que Euh, c'est une origine un peu chrétienne aussi, cette position de... je pense que dans l'antisémitisme tel qu'il naît, parce que il y a l'antijudaïsme, l'antisémitisme, l'antisionisme, ce sont des catégories différentes. Mais on oppose toujours un vrai juif à un mauvais juif. Parce que dans cette approche, le mauvais juif, c'est l'Israël réel. Le bon juif, c'est la Palestine. Et on a vu surgir
avec la crise contemporaine, un phénomène tout à fait stupéfiant. Comment des foules se promènent dans les rues des capitales occidentales en invoquant la Palestine, comme si la Palestine existait sur le plan réel et même sur le plan historique. C'est quelque chose qui est à voir. Et comme si la cause palestinienne, entre guillemets, devenait la cause absolue de l'Europe postmoderniste ou de l'Amérique postmoderniste. Et ça, c'est un héritage très ancien. Il est plus à l'œuvre sur le plan de la conscience, mais il joue de cette façon-là. Donc, il y a reconnaissance d'un côté, mais négation de l'autre, ce qui permet justement de concevoir la condition juive comme taillable et corvéable à merci, si l'on peut dire. Et là, nous avons assisté à quelque chose de fascinant, la condamnation universelle d'Israël. C'est quelque chose, c'est un phénomène eschatologique. Le mensonge de la Cour de justice internationale, la façon de traiter les choses, de reconnaître l'histoire, etc. C'est un phénomène, je dirais, spirituel considérable. Pourquoi vous parlez Et, d'eschatologie en l'occurrence? ben, parce que voir toute la planète vibrer au son de la Palestine, dans la situation que nous connaissons et dans l'histoire qui s'est passée, a quelque chose de tout à fait stupéfiant. Ce n'est pas normal, c'est stupéfiant. Quel rapport entre la gauche postmoderniste européenne ou américaine et la cause palestinienne? Et ils se promènent en plus avec des kéfiers, des Mais femmes en pourquoi voile. ça aurait cette dimension eschatologique, c'est-à-dire quand même de fin des temps? On comprend bien ce que vous dites, mais de passer à l'idée que c'est un signe Moi, ça me fait d'eschatologie. penser à Abraham devant Sodome et dans son dialogue avec le juge de toute la terre, si vous voulez. Parce que je trouve que cette, l'extension internationale de ces éléments, de cette cause, pose problème. Elle ne répond à rien sur le plan local, si ce n'est à des falsifications, justement, qui, au lieu de dire la Houma, on dit la Palestine, et ça a un sens en Occident, notamment en Europe. Et donc, il y a là quelque chose de, je dirais, de mystérieux, tant tellement il est massif et tellement il est absurde, et fondé sur rien. Comment ça a pu s'enflammer aussi rapidement que cela? Et face à cette situation, ben, on s'imagine dans la posture d'Abraham, regardant Sodome, où les critères même du droit avaient été inversés. Et donc, c'est un paysage de la fin des temps, je dirais. Je ne sais pas si c'est la fin des temps ou la fin d'un temps. La fin d'un temps, c'est certain. Mais un paysage, une unanimité aussi grande, aussi passionnelle, aussi négative, pose question. Pose question en tout cas, quand le juif se prend à regarder l'humanité, que peut-il penser? Alors, Son appel à la justice, son appel à la vérité historique ne servent de rien. Elles ne sont pas écoutées. vous avez parlé de la Shoah, je voudrais voir une seconde déclaration récente également, qui émane de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, qui a une nouvelle fois comparé Israël à l'Allemagne nazie. Alors je la cite, Mhm. hein, notre aveuglement collectif il y a 100 ans à l'expansionnisme du Troisième Reich conduit à la commission d'un autre génocide, d'une autre guerre régionale, potentiellement d'une autre guerre mondiale. Alors tout ça est assez embrouillé, hein. L'Europe a commis un génocide contre les Juifs pour s'amender, pour soulager sa mauvaise conscience, comme vous le dites, elle donne à Israël un État, mais voilà que cet État devient à son tour nazi et commet un génocide. Il faut comprendre l'origine de cette argumentation, ce renversement. Ben, c'est la même chose qu'on a vu après le 7 octobre, à savoir que la première réaction a été de compatir
Et la réaction qui a suivi a été de condamner le même, à savoir le même Israël, en quelque sorte. En quelque sorte, euh, on a voulu aussi déshumaniser la cause d'Israël au nom de l'homme. Et si vous voulez, c'est tout à fait étonnant comme matière où l'on voit des acteurs internationaux passer de la compassion à l'accusation. Et d'une certaine façon, on retrouve ce trait dans les discours du président Macron. Et donc, il y a là quelque chose qui pose question à ce niveau-là, comme si on acceptait l'humanité du juif qu'en le déshumanisant, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est effectivement l'humanité qui a été sollicitée avec les massacres d'octobre. Et donc, reconnaître la dimension humaine universelle. Parce que, si vous voulez, dans les événements, euh, les Palestiniens ne se sont pas ce n'est pas suffisant pour eux de tuer des Juifs. Il fallait dégrader leur image, les découper en morceaux, mettre au four, les humilier, etc., etc. Cette histoire a été déjà racontée. Et donc, il y a eu là quelque chose qui ressemblait à la Shoah, dans la mesure où on a fait des Juifs des objets qu'on déplace, qu'on tue, qu'on coupe, etc., etc. Et donc, c'est ça que c'est ce sentiment-là qui a été soulevé dans l'humanité en général, le monde, la communauté internationale, comme on dit, et qui a forcément provoqué l'horreur. Et il y a eu comme un retour du bâton, en quelque sorte. Il fallait que les Juifs aussi se rendaient coupables d'inhumanité en détruisant, par exemple, la ville de Gaza. Alors, ce faisant, il faut signaler que si Gaza est détruite, c'est parce que 900 kilomètres de tunnels, et elle était truffée de 900 kilomètres de tunnels. Et quand vous faites sauter un tunnel, vous faites sauter ce qu'il y a au-dessus, la terre ferme. Mais donc, on a voulu voir dans la destruction de Gaza une, 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 une faute qui annulait Mm. la faute précédente et même qui l'a dépassée. Alors la période que nous vivons, je voudrais revenir sur l'idée de l'eschatologie parce qu'elle est en cours en ce moment, elle est vraiment exceptionnelle. Cette période, elle fait apparaître finalement les ressorts profonds de l'histoire, dimension métaphysique, vous avez dit, eschatologique, historiosophique aussi, on peut peut-être dire, qui affleure dans notre actualité même. C'est ce qu'on appelle l'effet révélation aussi hein, du 7 octobre. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une heure de vérité pour les rivalités respectives d'Ishmaël et d'Ésaü vis-à-vis d'Israël, Shmuel Trigano? Oui, c'est remonté très loin pour en rechercher la causalité, mais sur le plan des mythologies, si vous voulez, le récit biblique est clair et ensuite son commentaire talmudique, qu'il voit dans les deux autres monothéismes des, deux concurrents. La concurrence qu'on voit entre les fils d'Abraham, ensuite entre les fils d'Isaac, signifie, et le rapport que l'on fait avec ces traditions religieuses et ce schéma mythique, mythologique, si l'on peut dire, ce rapport implique l'idée qu'il y a une concurrence inhérente aux trois monothéismes. Et donc, objectivement, si vous voulez, il y a un ordre chronologique. Il est clair que le christianisme puis l'islam sont nés après le judaïsme, ou dans son évolution, si vous voulez. Et donc, c'est poser la situation comme étant une situation naturellement euh, pleine de contestations sur le plan de la légitimité de d'être le premier en quelque sorte.
Et l'histoire, on peut effectivement écrire toute l'histoire en fonction de cette dimension-là. Et avec cette guerre, finalement, l'enjeu, c'est de savoir qui est vraiment le premier, peut-être, par la démonstration, par l'histoire. Vous y croyez à cette théorie? Ben, c'est l'islam qui s'est dit le premier, repoussant les autres au subterfuge et au mensonge. Donc, si vous voulez, la situation c'est le fondement même de la situation. Il y a, semble-t-il, aussi dans le Coran des passages qui reconnaissent la légitimité de l'héritage d'Israël, mais qui ne sont pas valorisés dans des écoles d'interprétation contemporaines. Donc il y a toujours ces deux doubles dimensions. Il y a dans le christianisme énormément de choses qui le rapprochent du judaïsme. Et il y a cette question identitaire. Il y a une contestation identitaire qui est inhérente à ces trois monothéismes. Et ça n'épuise pas le sens des choses, mais si vous voulez, euh, le problème est multiplié quand il s'agit des Juifs, qui sont ceux qui apparaissent en premier dans la bénédiction en quelque sorte. Un an après le 7 octobre, comment est-ce que vous percevez la manière dont les Israéliens ont été transformés par cet événement, Shmuel Trigano? Il est clair que une partie d'Israël est profondément traumatisée. On le voit, la télévision, les journaux, les publications sont pleines de réminiscences de ce moment-là, qui est effectivement un moment dans lequel on a déshumanisé le juif, une deuxième fois après la Shoah, et de façon beaucoup plus primitive, plus archaïque, donc plus violente. Mais il y a aussi un énorme élan de générosité, de solidarité, de sacrifice, je dirais même, où on est prêt à mourir pour la patrie. Toute une génération se trouve en service militaire et tous les soirs, nous voyons énoncer les noms des victimes, leurs familles, leurs enfants. Certains devaient se marier, d'autres attendaient un enfant. Et donc, c'est pathétique de voir cet univers de ce type-là, mais il y a une grande solidarité s'est manifestée dans les civils qui ont encadré les réservistes, qui leur ont procuré de la nourriture, des vêtements, etc., etc. Parce qu'il y a eu au début une sorte de sidération devant ce qui s'était passé, qui était proprement inimaginable. Enfin, inimaginable, je lève le doigt, car 2 ans auparavant, il y avait eu le pogrom de Lod. Et le pogrom de Lod que j'ai eu l'occasion d'entendre à la radio en direct, parce que des gens qui étaient bloqués dans les émeutes étaient discuter avec l'animateur de radio. Et c'est une expérience qui a été pour moi profonde dans la mesure où j'ai cru me retrouver dans l'Algérie de 1962, où il n'y avait pour solution que de fuir. Et donc, cette expérience était malgré tout annonciatrice. Mais il y avait en Israël ce que les hommes politiques appellent la conceptia, c'est-à-dire une conception erronée sur le plan de la politique, qui imaginait que en permettant à des dizaines de milliers de Gazaouis de travailler en Israël, de recevoir de l'argent du Qatar, etc., etc., la situation s'améliorerait et trouverait un modus vivendi. Bon, il s'est arrivé que ça ne s'est pas produit ainsi, que pendant que les stratèges israéliens pensaient que tout était fluide, les autres préparaient une razzia, dans le pire sens du terme, comme il y en avait au 8e, 10e siècle en Europe, lors des invasions arabes. Et donc, ce coup-là
je ne sais pas si tout Israël s'en est encore remis à ce niveau-là. Et à côté de cela, il y a eu le phénomène terrifiant des otages qui n'ont pas été libérés. Et donc c'est terrible de s'imaginer ce que pendant un an, les proches d'un otage peuvent vivre en s'imaginant ce qui arrive au leur, ce qui se passe, comment en sortir. Et ce courant-là a connu différentes ramifications, mais notamment une ramification très problématique sous la houlette des manifestants de Kaplan, comme on dit, cette rue de Tel Aviv, où se réunissaient les opposants à la réforme judiciaire. Et donc là, on a vu des débordements terribles contre Netanyahou, contre énormément de choses, accusant Israël, les autorités israéliennes, de ne rien faire pour libérer les otages restants. Et donc, on a cru voir ressurgir la crise qui avait accompagné le projet de réforme judiciaire à ce niveau-là. Et une crise euh, qui a dépassé les bornes, je veux dire, antisioniste, anti-israélienne, appelant l'Occident, l'Europe à venir sauver Israël, manifestant devant l'ambassade américaine pour demander à sauver Israël, demandant l'intervention de l'Europe pour, etc., etc. Et Ah, donc, est-ce qu'on en est vraiment sorti de cette division aujourd'hui, Shmuel Trigano? Parce qu'il y a l'un des leaders de la gauche, qui s'appelle Yair Golan, qui affirmait toujours qu'il est temps de choisir entre un État d'Israël libre et démocratique ou une théocratie messianique. Alors, il semble qu'on soit effectivement encore revenu à la case départ ou qu'on n'ait pas bougé de cette alternative État juif et démocratique ou théocratie messianique. Comment on résout ce problème? alors, on ne revient pas à la case départ, parce que la case départ, il y avait l'idéologie ben-gurionienne, du pionnier, du juif comme pionnier, de l'homme nouveau socialiste. Et donc là, ce que vous définissez, c'est de l'anarchisme. C'est justement ce qui se manifeste dans ces manifestations qui vont jusqu'à demander la mort de Netanyahou ou à le menacer. Ça peut prendre des tournures. Il y a d'ailleurs toute une partie de cette mouvance qui s'est séparée de la partie activiste. Mais la parole de Yair Golan, il y a eu bien d'autres, bien pires. Il y a en Israël un phénomène de ce qu'on appelle les Avarim, les ex-général, ex-colonel, ex-ci, etc., qui se répandent en commentaire sur les ondes et qui sont excessifs dans tout leur jugement et abusifs à beaucoup de niveaux. Donc une partie de ce courant s'est séparée de ce côté activiste, mais le côté activiste existe toujours. Il est tout simplement antisioniste. Certains de ses membres qualifient les juifs religieux les bibistes qui apparaissent, qui vivent dans le Bibistan. On les a comparés à des singes. Un professeur de l'école Betzalel, il y a quelques semaines, quelques jours, les a comparés à des singes. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que ce phénomène qu'on pouvait imaginer en Pologne dans les années 20 ou 30 se produise, se produisent en Israël, dans l'Israël du sionisme et de l'État des Juifs. Donc il y a une partie de l'opinion publique qui est tout à fait dans la division, pourrait-on dire. Il faut remarquer d'ailleurs que la critique qui en est faite, c'est que ce sont les anciennes élites qui se reconstituent de cette façon-là, avec toutes sortes de dimensions que je préfère ne pas évoquer.
Mais c'est affligeant, c'est Quelle est votre, affligeant. est-ce que vous avez Monde est-ce que vous avez une proposition à faire, Shumal Trigano, pour tenter de sortir de cette division-là? Je pense que cette division est plus profonde que ce qu'elle ne semble être, parce qu'il y a derrière toute une histoire qui n'est pas aboutie en quelque sorte, ou qui a abouti sans être terminée dans son expansion. D'une certaine façon, j'ai abordé dans mon dernier livre, mon petit livre, cette question-là, où je me confronte à la question, un paradoxe suivant: comment imaginer que ce soit le sionisme qui ait planté le décor messianique du retour à Sion après 20 siècles, et comment se peut-il que le sionisme n'a pas reconstruit, ressuscité l'intégralité de l'identité et de la condition juive. Je veux dire par là, je peux m'exprimer d'une façon plus imagée. Herzl s'est inspiré de l'émancipation des Juifs, mais il a pris avec il l'a prise sous la forme d'une auto-émancipation, qui est un concept de Léo Pinsker, c'est-à-dire ne pas attendre le bon vouloir du maître, qu'il vous reconnaisse votre condition humaine, mais se la donner à soi-même. C'est ça la révolution sioniste. Elle est née à Paris, parce qu'à Paris, les choses étaient le plus claires possible au niveau de la constituante, de la condition juive comme individu et pas comme peuple. Et là, si vous voulez, il s'est rendu compte que ça clochait. Qu'allait devenir le peuple? Et effectivement, qu'est-il devenu? La Shoah d'un côté, la fin du judaïsme dans le monde arabe. Aujourd'hui, où on s'oppose à son existence même. Et le problème, en fait, dans l'auto-émancipation, c'est que Herzl a conservé la régénération, le thème de la régénération qui est très fourni, hein. Je l'ai étudié dans le passé, dans tous les livres et les apologies des Juifs du temps de la Révolution. Il est très clair que on libère les Juifs et on est coupable soi-même, nous, occidentaux, parce que par notre persécution, ils se sont dégradés, ils ne sont plus humains, et nous allons les aider à devenir humains. Et donc, il est clair que l'émancipé comme l'auto-émancipé est, si vous voulez, humain par procuration, si j'ose dire. Il est resté dans la dimension de l'Ancien Régime. Et je crois qu'il y a là une révolution culturelle fondamentale à développer en Israël et dans le monde juif, celle que j'essaye d'esquisser au travers toutes sortes de livres. Je me permets de rajouter que cette idée folle vient après 40 livres. D'accord? Donc, je ne parle pas avec légèreté, mais j'espère être responsable sur ce plan-là. Euh, alors, cette réforme culturelle, elle est encore à venir. Elle est à venir dans les livres scolaires d'histoire, où c'est un véritable chaos qui est présenté, que l'histoire des Juifs. Euh, dans, 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 J'avance aussi une idée qui me semble peut-être trop neuve, mais qui est importante, à savoir que Jérusalem doit devenir pour le monde juif euh, une tribune pour s'adresser aux nations, pour les inviter, pour les accueillir, etc. Parce qu'en fait, on a dit tout à l'heure que on a privé les Juifs de leur humanité. Mais je crois que ce qui est en jeu aussi, c'est l'humanité telle que la Genèse la pense, et qui est en fait la tradition spirituelle d'Israël. Et il me semble très important que le sionisme reconquiert cette dimension, et qui ne se contente pas des dimensions nationales, politiques, économiques qui sont capitales, sans quoi rien n'existe,
mais qu'il développe, et Jérusalem semble être le lieu le plus adéquat, cette dimension-là. Donc il y a quelque chose qui manque encore dans l'aventure israélienne que j'ai essayé de définir là et qui devrait être la raison d'être d'un deuxième âge du retour à Sion, cette fois-ci de Sion à Jérusalem. Hmm. Alors effectivement, la situation générale hein, dans le monde, on va dire, est ce qu'on appelle la postmodernité, est en difficulté, en décomposition. Euh, J'aimerais bien savoir comment, pour terminer, vous définiriez ce problème général du monde et est-ce que c'est la tâche d'Israël de s'atteler à cette réparation du monde et de quelle façon, à partir précisément de Jérusalem? On a quelques minutes pour terminer. Je- Alors, il y a beaucoup de questions. Ben, ce qui est en question aujourd'hui, à travers l'idéologie dominante, le postmodernisme, sur quoi j'ai écrit un livre, La nouvelle idéologie dominante, ce qui est en question, c'est l'homme, la définition de l'homme. Et c'est bien ce qui est en jeu, justement, dans le livre de la Genèse, où il y a une doctrine extraordinaire et extrêmement précise de ce qu'est la vocation humaine, en quelque sorte, et dans le monde tel qu'il est créé. Donc, c'est ça qui me semble très important parce que c'est là où on attend Israël, sur cette question de l'homme, qui serait une sorte d'ailleurs, comment dire, de purification de la question de l'homme qu'on pose à propos du juif. Sont-ils des hommes? Peut-on les tuer comme n'importe quoi et pas comme des hommes? Et donc, c'est une façon de reconquérir cette dimension qui a été déniée au XXe siècle notamment, la Shoah, maintenant l'islamisme conquérant. C'est ça qui me semble le plus important. Il y avait une autre question que j'ai oubliée. Oui, non, c'était la question que ce postmodernisme effectivement dégrade l'image de l'homme, mais euh, c'est Met selon en vous, question l'image de l'homme. oui, c'est selon vous la mission, les nations qui attendraient précisément qu'Israël redonne, si je puis dire, le là Mais si vous voulez, de la nous définition de l'homme. revenons à l'origine. Pourquoi Israël existe? C'est une question qu'on peut se poser, si Ouais, vous il nous voulez, reste 3 minutes, hein. que tout le monde ne se pose pas Oui, pour soi-même, mais qui doit se poser. Si on se rapporte au schéma des origines, avec Abraham, Abraham sort d'un univers babylien. Israël sort d'Égypte. On sort de la galoute, etc., de l'exil. Et donc, en fait, il y a ici l'idée que la condition d'Israël est un principe de séparation. Pourquoi sortir de Babel? Pour lui ouvrir un horizon. Pourquoi quitter Sodome, Babel, etc., comme Abraham? Pour ouvrir un horizon à l'humanité. Et donc, en fait, cette séparation, le mot séparation en hébreu d'ailleurs, Kodesh, est le même mot qui signifie la sainteté. Et donc, la séparation, quel est le sens de la séparation d'Israël? Pourquoi les Juifs se distinguent-ils des autres? Bien sûr, on peut les voir comme une simple nation, comme les autres, un point, c'est tout. Mais si vous voulez, cette histoire mondiale, presque métaphysique, témoigne de quelque chose de supplémentaire. Et en fait, c'est comme la mesure de l'humanité ou de l'inhumanité du monde, ce que la condition des Juifs. Pour la première fois, ils sont devenus indépendants, autonomes. Qu'est-ce que cela peut provoquer à la fois sur le plan de la répression, ce qui se passe aujourd'hui, comme sur le plan de l'illustration de ce que fera Israël ou de ce que fait Israël. Donc moi je vois cette condition juive comme étant un témoin de l'humanité, euh, une séparation qui fraye la voie à un monde bouché en quelque sorte. Regardons le monde que nous propose le postmodernisme aujourd'hui sur toutes sortes de domaines. Et donc, c'est ce témoignage. C'est pourquoi l'idée de Jérusalem
à mes yeux, me semble l'idée qui peut justement promouvoir cette éventualité. Il ne manque pas dans l'univers de peuples, de civilisations qui soient plus sympathiques que certaines autres, ou de groupes humains qui soient à l'écoute, qui puissent être à l'écoute d'Israël, que ce soit à travers le christianisme ou à travers l'islam. Voilà, c'est la façon dont je vois pour l'humanité à ce niveau-là et en quoi l'histoire singulière du petit Israël est une histoire mondiale. C'est pas moi qui l'ai voulu, Mm. c'est un constat. Voilà, et peut-être que c'est le moment pour Israël aussi de jouer ce rôle dans l'histoire. Oui, oui, absolument. Et ça suppose tout un travail intellectuel, culturel, spirituel. C'est ça surtout qui est très important. Parce que je crois en plus que euh, Israël possède la clé des impasses de la conscience des deux autres monothéismes. Donc, il est lié aux autres par ce biais-là, en quelque sorte. Et c'est un travail spirituel, culturel, intellectuel qui me semble important à l'intérieur comme à l'extérieur, justement, pour en quelque sorte faire que le sionisme porte aussi une transcendance. Et c'est un travail, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail qui est à faire, une étude nouvelle à développer, des entreprises nouvelles à promouvoir. C'est le plus loin que je puisse voir sur ce chemin-là. Merci beaucoup. Merci Shmuel Trigano. En tout cas, vous avez évidemment beaucoup contribué à commencer à tracer cette voie sur le plan intellectuel, spirituel. Je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, dont nous avons parlé dans notre précédent entretien aussi sur Mosaïque, Le chemin de Jérusalem. C'est aux éditions Les Provinciales et c'est sous-titré Une théologie politique. Merci encore et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.